Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas pour une compréhension plus juste et plus complète. Village d'Akrokonsu. Pour éviter des affrontements, le préfet de la localité, donc Brita, M. Batossa, et sa suite se sont transportés dans le village. Notre population a écouté et a promis de garder le calme malgré l'assassinat de notre frère. Les jours suivants ce malheureux incident, la police a débarqué pour arrêter 9 paysans, car les Peuls les accusent d'avoir saccagé sa demeure et avoir volé 400 000 francs CFA. Actuellement, ces 9 jeunes paysans sont toujours à la prison de Sokoré, dont un est actuellement gravement malade. On leur réclame chacun 100 000 francs par personne pour les libérer. Malgré tout cela, les bouviers et leurs animaux continuent de ravager les maigres récoltes de nos champs. Dès qu'on se plaint, la police nous fait arrêter. Actuellement, les Peuls narguent les paysans dans leurs propres champs en leur disant d'oser les attaquer s'ils veulent aller en prison. Est-ce normal pour nos paysans qui ne mangent pas à leur faim? En plus, la végétation est détruite à 100%. Pas de paille pour les chaumes, ni d'eau potable, car ils polluent les points d'eau. Notre canton fut un grenier du Togo. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes sont partis et la nourriture qui vient nourrir le canton vient de Lomé. Par les jeunes qui ont déserté pour aller se chercher ailleurs. Le pire, c'est que les autorités locales ont leurs bœufs parmi eux. Vous comprenez bien? Les autorités locales ont leurs bœufs parmi eux. Et les chefs de village ont reçu l'ordre de ne renvoyer aucun Peul. Sinon, ils iront en prison. Notre population souffre. Et j'espère qu'en plaidant notre cause dans vos lives, nos autorités seront informées de nos souffrances. On a longtemps été pacifiques et trop d'injustices risquent de nous amener à utiliser d'autres moyens pour nous venger. Alors, je vous écris, le corps du jeune paysan assassiné se trouve toujours à la morgue. Mais le Peul tueur n'est pas inquiété. Il se promène tranquillement et sous la protection des juges qui disent qu'il est mineur. Donc, le juge dit que le Peul qui a tué le paysan, il est mineur. Donc, si un mineur tue, on n'envoie pas le mineur en prison. Les 9 autres jeunes, les paysans sont toujours à la prison de Sokoré. Pourtant, c'est le seul moment d'activité agricole que nous avons. Comment allons-nous s'en sortir pour nourrir nos enfants? Bon, c'est le fils du chef canton de ce village qui m'a envoyé ce message. Et la situation est tendue partout. Je vous dis, dans toutes les préfectures. Avec, comment on appelle-t-on, Agou, Palimé, Daï, Pelé, Notien, et Ogou, Wawa, je n'en sais pas trop, et Bamouno, Tablibo, Fogan, Agné, Brita, Sotubois, Sokolé, les Peuls. On me dit que Wawa est à moi aussi. Alors, Bassa, voilà. Comment est-ce qu'on peut avoir un ministère de l'agriculture dont la mission est de promouvoir l'agriculture, d'aider les Togolais à travailler la terre pour nourrir les citoyens. Et vous laissez les conducteurs de bœufs, les bouviers, venir détruire les productions. Je ne comprends pas la logique. Si quelqu'un veut élever des bœufs, comme le font les Américains, il achète 10 hectares et il fait un enclos pour ses bœufs et il nourrit les bœufs. C'est la seule solution. Si quelqu'un veut faire l'élevage des bœufs, il achète 5 hectares ou 10 hectares et il a suffisamment d'espace pour nourrir ses bœufs dans un enclos. C'est ce que les Américains font. C'est ce que tous les pays développés font. En France, partout, en Europe, partout, en Afrique du Sud. Les bœufs sont dans un enclos. Si vous avez 100 individus de bœufs,
c'est que vous avez la capacité d'acheter 10 hectares, d'acheter 50 hectares pour nourrir vos bœufs. Donc, il faut aller à une solution radicale. La solution, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, de dire on veut chercher les couloirs pour la transhumance. Non. On sait que il y a les bouviers qui quittent un pays vers un autre pays. Eux, ils sont différents de ceux qui sont sur le territoire togolais. Les transhumants sont différents de ceux qui sont sur le territoire togolais. Ceux qui sont sur le territoire togolais et qui élèvent les bœufs des barons. Mais les barons ont des fermes. Pourquoi vous ne clôturez pas vos fermes? Pourquoi vous ne faites pas d'enclos pour délimiter les territoires de vos fermes et élever vos bœufs dans un enclos? Et vous permettez qu'on amène les bœufs pour brouter les nourritures d'autres personnes qui ont passé des jours et des nuits à cultiver la terre. Alors, le ministère de l'Agriculture, à cette allure où les bœufs sont en train de dévaster les champs des gens, le Togo va être capable d'avoir une sécurité alimentaire. La production sera à la hauteur des besoins de la population. Donc, il faut une réflexion pour régler le problème. Moi, je ne dénonce pas pour dénoncer, mais sur cette question qui traîne depuis des années, mais il faut s'inspirer de ce qui se fait dans les autres pays. Il faut créer des enclos pour élever vos bœufs. Ne 5 hectares la temple appelé 5 hectares à ton padoué. Ne niwo wa no fun. Ne ekpemulewa avec no play avec play blivano wadu. Ne 10 hectares la temple appelé 10 hectares. Et niwo no 10 hectares mais baku ekpo no te pirika. C'est comme ça que un pays développé s'organise. Ah, Téticopé là-bas, il y a des bœufs qu'on aperçoit en pleine ville, en agglomération. Et Nio va traverser là. Et mon dodo, à Téticopé les fous. Je ne sais même pas. À Togo aussi, j'en ai vu aussi une fois. Comment est-ce que des bœufs peuvent être aperçus en ville? Fait que Nio là, souka kalabado, et tu gameo. Ah non, son, goutron dit, et où là, non, c'est là, et Nio. Ça sort d'où? Donc, Midiola prend une décision à nos fermes pour préserver aussi les intérêts de nos paysans qui se battent pour cultiver. Mais le gars est en train de dire que les jeunes quittent les villages parce que ce n'est pas encourageant de cultiver et de voir sa culture dévastée par des troupeaux de bœufs et tu ne peux même pas te plaindre devant un juge ou devant un CB. Parce que le CB protège le bouvier, le juge protège le bouvier parce que le bœuf appartient à un baron. C'est pas normal. Donc, vous voulez élever des bœufs, c'est une bonne chose. Mais achetez des terrains, clôturez-les. Et évitez d'aller faire des dégâts chez les voisins. Donc, moi, j'ai voulu relayer le cri, je ne sais pas comment on appelle ça, relayer ces soucis que nos paysans ont. Parce qu'à cette allure-là, vous ne verrez plus personne dans l'agriculture. Hein. Vous ne verrez plus personne dans l'agriculture. Parce que c'est partout pareil. Le phénomène est partout. Il ne suffit pas d'avoir créé un ministère pour ça. Il faut prendre les décisions. Et les décisions doivent aller dans l'intérêt général. Pourquoi les décisions ne vont pas aujourd'hui dans l'intérêt général? Les décisions ne vont pas dans l'intérêt général aujourd'hui parce que l'État ou les dirigeants sont partie prenante du conflit. Parce que ce sont vos bœufs que les bouviers, essaient de promener un peu partout. Quand vous allez voir parmi les ministres ou les grands directeurs de société, c'est eux qui ont les bœufs. Et il faut venir ces bouviers-là du Niger, du nord même du Nigeria, pour venir entretenir leurs bœufs. Et ils les payent pour ça. C'est pour ça que ces bouviers ont l'outrecuidance d'agresser les Togolais, même de les tuer dans leurs champs. Parce que c'est qu'ils ne seront pas poursuivis. Aujourd'hui, pour les jeunes de ce canton-là, qui sont détenus à Sokoré, c'est plutôt eux qui payent. Alors que c'est parmi eux c'est eux qui ont été victimes. Non seulement leur champ a été dévasté par le bouvier, mais il y a eu un mort dans leur rang. Le bouvier a tué quelqu'un parmi les paysans. Et ce sont les paysans qui se retrouvent en prison parce que le bouvier est allé se plaindre qu'on est venu casser sa case et on a volé 400 000. Entre celui qui a perdu la vie et celui dont on a cassé la chambre, qui doit être en prison?
Parce que vous êtes en train de créer des conflits qui vont revenir à la surface. Vous êtes en train d'entretenir des conflits qui vont revenir à la surface. Le Togo est un bout de terre. Le Togo, c'est un bout de terre. Il n'y a pas suffisamment de terre au Togo. Donc, le peu de terre que la nature nous a gratifié, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc, vous voulez élever des bœufs, vous achetez des terrains agricoles ou des terrains ruraux et vous délimitez votre territoire, vous élevez les bœufs dans un enclos. Si vous avez 100 hectares, vous pouvez acheter des chevaux et vous faites les cowboys, vous vous promenez dans votre champ en courant avec vos bœufs. C'est ce qui se fait dans le pays. Il faut une décision radicale pour arrêter ces phénomènes-là. Sinon, ça va prendre feu partout ce qui se passe là. Et puis, les dirigeants ne peuvent pas être aussi des décideurs. C'est-à-dire, les dirigeants sont dans un conflit d'intérêts inimaginable. Ils sont à la fois décideurs et exécutants. Donc, depuis la source, ils essaient de protéger leurs intérêts. Et donc, en donnant des ordres non écrits aux CB, aux juges, aux chefs de village, qui sont toujours du côté des bouviers contre les paysans. Bref, voilà ce que moi j'ai à dire. Alors, je vais faire un tour à Tchévier rapidement pour aussi relayer les cris de cœur d'un compatriote. Vol de compteur d'eau de la TDE à Tchévier. Un phénomène est répandu à Tchévier ces derniers temps. Il s'agit du vol des compteurs d'eau à la Togolaise des eaux. Le mal est que la Togolaise des eaux a opté pour des compteurs qu'elle installe dans la clôture, lui donnant assez facile lors des relevés, sans entrer dans les concessions des abonnés. Cependant, la Togolaise des eaux qui détient les clés du coffret se décharge de toute responsabilité en cas de vol du compteur loué aux abonnés et facture une somme de 45 000 aux abonnés en cas de vol. Il y a donc matière à discussion sur les vrais bénéficiaires de cette situation. La Togolaise des eaux n'est-elle pas complice de ces vols étant donné que c'est elle qui en dispose les clés des coffrets? Certains voleurs ainsi qu'un receleur ont été récemment arrêtés, mais il paraît que le receleur a été libéré. Qui sont les soutiens de ce receleur et des voleurs? Pourquoi refacturer le compteur aux abonnés alors que les compteurs ne sont pas placés dans les maisons? Pourquoi la Togolaise des eaux n'a aucune responsabilité? Pourquoi toutes les charges sont imposées aux abonnés? Qu'ont-ils fait de mal? Est-ce une manière de renflouer les caisses de l'État et les caisses de la société de la Togolaise des eaux? Pourquoi la société a-t-elle libéré le receleur et les voleurs sans payer les frais de 45 000 aux abonnés? Est-ce une anarque de la Togolaise des eaux? Le ministre en charge de l'eau et de la justice sont donc interpellés pour faire cesser cette anarque de la Togolaise des eaux et poursuivre les auteurs des vols et leurs complices. Voilà aussi un élément que un compatriote m'a envoyé. Un autre élément, bonjour M. Ferdinand, nous riverains de Ségbé, du quartier Ségbé, venons par la présence vous faire part d'une situation qui depuis plusieurs années empoisonne notre quotidien et met sérieusement en péril notre dignité. Depuis la construction de la route de Ségbé et l'aménagement de 2 retenues d'eau, nos habitations subissent de lourdes conséquences. À chaque saison pluvieuse, les eaux stagnent et s'infiltrent dans nos maisons. Le sol est constamment gorgé d'eau, favorise la pousse incontrôlée des végétations et rend nos logements insalubres. Plusieurs familles impuissantes face à ce désastre ont dû abandonner leur maison et se résoudre à louer ailleurs. À l'origine, il nous a été annoncé que la retenue d'eau couvrirait l'ensemble du champ concerné et qu'un plan d'indemnisation préalable serait mis en place afin de permettre notre relocalisation. Les autorités avaient même exigé les plans de nos habitations pour engager cette procédure. Mais contre toute attente, le projet a été réduit à une portion infime du quartier, laissant la majorité des riverains exposés aux inondations et à l'humidité permanente du sol. Depuis lors, la situation ne cesse de s'aggraver. Malgré nos démarches répétées auprès du ministère de tutelle, aucune solution durable n'a été envisagée. Pire encore, nous constatons que certains habitants bénéficiant d'appuis influents ont pu être indemnisés. Démolir leur maison est parti. Quant à nous,
nous restons abandonnés dans une situation devenue insoutenable. L'éternelle question de corruption, alors que vous êtes dans une même situation, certains vont prendre de l'argent ou vont utiliser leur réseau, ils ont pris l'argent et ils sont partis, vous qui n'avez personne, vous êtes toujours sur le site. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, messieurs, afin que votre voix puisse porter la nôtre et relayer notre cri de détresse. Nous ne demandons que justice, que les engagements initiaux soient respectés et que nous puissions être indemnisés à notre tour et enfin vivre dans des conditions humaines et dignes. En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous accorderez à ce message et pour votre engagement, en faveur de la vérité des sans-voix de notre pays, nous vous prions de recevoir, cher monsieur, l'expression de nos salutations, les habitants du quartier de Ségbé. Donc, vous connaissez ce problème à Ségbé, où il y a deux retenues d'eau de part et d'autre de la route et qui, au lieu de régler le problème des inondations, l'a aggravé. Et aujourd'hui, ceux qui habitaient tranquillement dans leur maison, qu'ils ont pris le temps de construire depuis des années, se retrouvent aujourd'hui dans une situation intolérable, inacceptable. Ils vivent dans l'insalubrité totale, dans la proximité avec les ordures. Et tout ce qu'on leur a promis comme indemnisation, comme ils le disent dans leur courrier, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, ils vivent avec leurs enfants dans des conditions inhumaines. Et dans un pays où on a le ministère de l'urbanisme, on a le ministère de la sécurité et de la protection civile, personne ne réagit. Dans un pays où on a le ministère de la santé et de l'hygiène publique, parce que là où il y a la proximité, il y a les insalubrités, il y a un problème d'hygiène qui se pose. Ces gens-là sont abandonnés à leur sort. Il semble que le même phénomène se trouve à Tilamonou, vers Zanguera, et c'est ça le Togo. Voilà, on vient casser les maisons des gens, on vient prendre des terrains des gens quand on veut faire des retenues d'eau, et puis après on ne les dédommage pas, on ne va pas au bout des projets, l'argent disparaît et les gens se retrouvent dans une situation assez déplorable. Donc, bon courage à ces compatriotes qui se retrouvent dans ces situations. Alors, je continue toujours dans la rubrique des informations. Nous allons faire une petite réflexion sur la nomination de M. Stanislas Baba Bamouni au poste de secrétaire général du gouvernement. Si je peux avoir sa photo, un instant, je me retrouve dans mes dossiers. Alors, je voulais convoquer les juristes, surtout les constitutionnalistes, pour venir éclairer ma lanterne par rapport à cette réflexion que je vais faire. Et je vais convoquer les constitutionnalistes, en tout cas les juristes, tous ceux qui peuvent venir éclairer notre lanterne par rapport à la problématique que je vais soulever. Alors, depuis l'année dernière, le Togo a basculé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, avec pour les deux premiers responsables, donc un système bicéphale, un président de la République qui est un président honorifique, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, et un président du Conseil qui concentre tous les pouvoirs. Et le président du Conseil, c'est Faure Gnassingbé. Dans un régime parlementaire, le président du Conseil est en réalité un Premier ministre. Ça dépend des expressions, qu'on soit en Angleterre, en Italie, en Israël. Quand tu es dans un régime parlementaire, le président du Conseil ne peut pas être président de la République, même s'il est investi de tous les pouvoirs. Il est le président du Conseil. Et le Conseil s'entend gouvernement en réalité. Donc, Faure Gnassingbé, il est en fait que le Premier ministre. Comme j'ai eu à le dire, il n'est que le primus inter pares. Il n'est que le premier parmi les autres. Il n'est que le Premier ministre en réalité. Alors, lorsque Faure Gnassingbé est devenu automatiquement président du Conseil et donc Premier ministre, la question était de savoir, quand il a commencé par prendre les décisions, au nom de quel conseil il prenait les décisions. Parce que si tu es le président du Conseil, ça veut dire le président du Conseil des ministres. Comme ils ne voulaient pas qu'on dise le président du Conseil des ministres, ils ont coupé le M pour dire président du Conseil. Mais en réalité, c'est ça. Eux-mêmes, ils l'avaient mis dans la première mouture de la Constitution. Je vous ai montré comment ils ont expurgé ça. Donc, tu ne peux pas prendre des décisions tant que le Conseil n'est pas réuni. Parce que tu es en fait le président du Conseil.
tu es le président du conseil. Le conseil s'entend gouvernement. Donc, tu ne peux signer aucun acte tant que le conseil n'est pas réuni. Aujourd'hui, il n'y a pas de conseil. Il est le premier, il est le seul qui incarne le conseil. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de gouvernement. Alors, je me suis posé la question, si vous vous rappelez, au nom de quel titre Madame Sandra Johnson, qui était secrétaire générale de la présidence dans l'autre république, c'est-à-dire la 4e république, elle était le président, elle était le secrétaire général du président de la république. Au nom de quelle alchimie elle est devenue, sans être nommée par un décret, secrétaire général du président du conseil et appose sa signature sur des documents officiels. Au nom de quelle alchimie? Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas encore vu un seul décret du président du conseil qui nomme Mme Sandra Johnson, secrétaire générale du président du conseil ou du président de je ne sais quoi. Elle a suivi naturellement Faure Gnassingbé, sans aucun acte juridique. Parce que la République, la gestion de la République, est matérialisée par des actes juridiques. Et cela implique des responsabilités. Donc, Mme Sandra Johnson a commencé par contresigner les documents officiels en signant secrétaire général. Mais elle a été nommée par aucun décret. S'il y a un décret, il faut me le montrer. J'ai parcouru le journal officiel. J'ai envoyé les gens à Lomé, regardez le journal officiel. Il n'y a aucun décret qui nomme Sandra Johnson. En fait, elle a fait le mercato en suivant Faure Gnassingbé. En temps normal, si on devait lui conserver son poste, elle devait être secrétaire générale de M. Jean-Lucien Sanvi de Tobé. Vous suivez la logique? J'espère que vous suivez ma logique. En temps normal, si elle doit garder son poste de secrétaire général du président, elle ne devait être que secrétaire général de Jean-Lucien Sanvi de Tobé, qui est le nouveau président de la République. Alors, donc déjà, avec le poste de Mme Sandra Johnson, il y a un gros souci de violation de leur propre constitution. Maintenant, plus grave, Faure va nommer Stanislas Bamouni Baba, secrétaire général du gouvernement. Mais attendez, le gouvernement, c'est le conseil. Donc Faure est le président. Le gouvernement, c'est le conseil. Donc Faure Gnassingbé est le président. Faure Gnassingbé, en fait, il est le premier ministre du conseil des ministres. Donc, on se retrouve avec deux individus. Donc, Sandra Johnson, qui appose sa signature sur les documents officiels, et maintenant, Stanislas Bamouni Baba, qui devient le secrétaire général du gouvernement. Donc, l'un doit sauter. Ou soit, Sandra Johnson devient secrétaire particulière de Faure Gnassingbé. À ce titre, elle ne signe aucun document. Elle n'appose sa signature sur aucun document. Elle n'a pas le droit de convoquer des ministres. Si c'est Stanislas Bamouni Baba qui devient le secrétaire général du gouvernement et donc du conseil, parce que le conseil s'entend gouvernement. Donc Sandra Johnson ne peut plus se prévaloir d'être secrétaire général du PC. Elle est juste une secrétaire particulière. J'ai posé la question sur ma page Facebook la dernière fois. Ça n'a pas suscité beaucoup de débats. Mais il y a un compatriote, Paco Mugué, c'est pas Paco Madjouvi, hein, Paco Mugué, qui m'a envoyé une réflexion dans les commentaires que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà ce qu'il dit. Je lis la réflexion avec vous. Salut au passage, M. Paco Mugué. Nous tendons doucement vers ce que je redoutais. Je le disais entre-temps. Il y a derrière le refus d'appeler le Premier ministre de ce régime président du Conseil des ministres, mais uniquement président du Conseil, une stratégie ou du moins une approche du système qui est difficilement défendable. C'est l'idée qu'il y aurait d'un côté le gouvernement et de l'autre le Conseil, ce qui est totalement faux.
le gouvernement, c'est le conseil. Le conseil, c'est le gouvernement. Et le premier responsable, c'est Faure Gnassingbé. Donc, c'est l'idée qu'il y aurait d'un côté le gouvernement et de l'autre le conseil. Ainsi, Faure Gnassingbé, qu'il refuse de considérer comme premier ministre, alors qu'il n'en est que parmi bien d'autres, mais le premier parmi tous serait président du conseil. Comme si ce dernier est vraiment différent du gouvernement. D'où la nomination d'un SG du gouvernement à part et d'un SG de la présidence du conseil entièrement à part. Je convoque les juristes. Hein. J'ai fait quelques années de droit pour ma propre gouverne, mais je vous convoque. Vous les experts, vous les sachants. Moi, je n'aime pas me déclarer expert d'un domaine dont je n'ai pas l'expertise. C'est vous les juristes, même si je connais les b.a.-ba du droit. Donc, je vous convoque les constitutionnalistes. Venez nous expliquer. Donc, d'où la nomination d'un secrétaire général à part et d'un secrétaire général de la présidence du conseil entièrement à part. Or, le conseil n'est en réalité que l'instance de réunion et de délibération des ministres du gouvernement sous la présidence du premier ministre dans le régime parlementaire. Point barre. Même en première année, on enseigne ça en droit. Et en tant que tel, le conseil n'a aucune existence institutionnelle tangible en dehors du gouvernement. La question de notre confrère et de notre compatriote est d'une pertinence inouïe. C'est-à-dire, est-ce que le conseil dont ce prévôt Faure Gnassingbé est différent du gouvernement? Si c'est le cas, est-ce que c'est institué dans la Constitution? Quel document le dit? Et en tant que tel, le conseil n'a aucune existence constitutionnelle, institutionnelle tangible en dehors du gouvernement. Le conseil est consubstantiel du gouvernement. C'est clair. Le conseil, c'est le gouvernement. Ce sont les ministres qui en constituent la substance organique, les membres participants et délibérants. Ce sont eux qui forment et font le conseil. Si on s'en tient à cette logique, en réalité, le secrétaire général du gouvernement qui devait être de juré et de facto est celui du conseil. En conséquence, Sandra Johnson ne serait en rien d'autre que la secrétaire particulière du président du conseil. Il en résulte que techniquement, c'est le secrétaire général du gouvernement qui pourrait éventuellement contresigner les actes pris par le gouvernement réunis en conseil sous la présidence du PCM et non sa secrétaire particulière. Donc, en principe, la signature de Sandra Johnson ne devait et ne devrait plus figurer sur le décret pris en Conseil des ministres. Et puisqu'il me faut aller au bout du raisonnement et tirer tout au clair, si on est d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faudrait dès lors convenir que la fameuse présidente du Conseil n'est rien d'autre qu'une primature 2.0. Mais si tel est le cas, que devient l'ancienne primature? Plus encore, quelle est la situation institutionnelle de Victoire Domiga en l'état actuel des choses où il n'y a pas de gouvernement, mais que ces ministres sont en train de gérer les affaires courantes? Voilà la réflexion de notre compatriote Paco Mugué, que je salue au passage. Voilà les incongruités de l'exécution quotidienne de la nouvelle constitution de Faure Gnassingbé. Dans un délire de violation totale. C'est-à-dire, on ne lui a pas expliqué suffisamment ce qu'on était en train de lui proposer. Il est rentré dedans et aujourd'hui, il est en face d'énormes difficultés. Et on est dans une bouillabaisse institutionnelle pas possible. Donc, moi, je laisse le débat aux juristes et je leur demande de venir éclairer notre lanterne sur ce qui se passe là. Est-ce que Sandra Johnson est la secrétaire générale du Conseil? Si c'est le cas, le Conseil existe. Il est où le Conseil? Quel instrument juridique a institué le Conseil? Est-ce que le Conseil est différent du gouvernement? En réalité, Sandra Johnson n'est que la secrétaire particulière de Faure Gnassingbé. Et tel que pris, elle n'a aucun droit de contresigner un acte de délibération du Conseil des ministres. Silas Baba, oui, mais elle, non. Mais je laisse le débat aux juristes de venir
éclairer notre lanterne. Voilà ce que moi j'ai à expliquer avec vous.